autour les responsables occidentaux et particulièrement ceux qui sont à la manœuvre sur les questions juridiques. Mais chacun fera ça jusqu'au bout parce qu'en réalité le rapport de force est très équilibré. Hein. Je parle du côté européen comme du côté russe, donc les rapports de force équilibrés s'annulent entre eux, ce qui fait que toutes ces manœuvres politiciennes de recherche, de poursuite et de condamnation n'iront pas bien loin, c'est juste de la politique. Gamal Abina, autant pour lors du mandat émis contre Karim Khan, on avait des précisions, on avait évoqué en quelque sorte, on peut le dire comme ça, des menaces contre des personnels russes étrangers. S'agissant de Piotr Hofmansky, est-ce que à la suite de l'émission de ce mandat-là, on a un peu plus d'informations en ce qui concerne les charges réelles, ce qu'on reproche réellement à Piotr Hofmansky? Vous savez, le problème de ce qui va être dit, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, parce que si je vous donne une partie ou une autre, chacun ira de sa vérité. Actuellement, il y a une guerre, un état de guerre, donc toutes les informations qu'on reçoit sont moins des enquêtes que de la propagande. Donc évidemment qu'il y a des charges qui peuvent être retenues, elles ne sont pas forcément étayées, tout comme du côté ukrainien, quand ils ont accusé les Russes sur l'affaire Boutcha, où réellement c'était tellement grossier qu'on a eu le sentiment que c'était la vérité parce qu'on répétait 100 fois. Mais comme disait Goebbels, c'est pas parce qu'on répète 100 fois une vérité que c'est un mensonge, ça devient la vérité. Mais il se trouve que dans une opération de guerre, il faut du temps avant d'avoir la vérité. C'est-à-dire que tant qu'on est en guerre, il y aura toujours la propagande de part et d'autre. Hein. Je suis pas en train de dire que les Russes mentent ou disent la vérité, puisque la vérité n'appartient pas évidemment aux belligérants, mais plutôt à des instances internationales objectives et indépendantes. Ce n'est pas le cas avec la CPI, qui est clairement un instrument de l'Occident. Ce ne sera pas le cas avec les tribunaux russes. Donc il faut du temps pour savoir si effectivement, oui ou non, toutes les charges relevées contre cette personne sont avérées. Mais aujourd'hui, il faut rester très prudent parce que dans une opération effectivement militaire, dans une guerre aussi ouverte que celle-ci, toutes les manœuvres, toutes les méthodes sont bonnes pour accuser l'adversaire des crimes de guerre. C'est logique, et surtout de tentatives d'assassinat ou de terrorisme, comme on l'a vu avec l'affaire effectivement de Daria Dugina qui est assassinée par les Ukrainiens. Maintenant, c'est documenté, mais effectivement, on ne dit pas que c'est l'État ukrainien, on dit que ce sont les instances indépendantes. Donc tout cela viendra une fois que une fois que la paix sera de retour. Merci pour ces premières interventions, Gamal Abina. On va peut-être essayer de recontacter Linda Larbaoui en espérant que les réglages soient déjà effectifs. Bonsoir et bienvenue, chère Linda. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à Monsieur Abina, à tous nos téléspectateurs et puis à l'équipe d'Afrique Média. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Linda Larbaoui, on parle ce soir de Piotr Hofmansky, président de la Cour pénale internationale, cette fois-ci dans le viseur de la Fédération de Russie. Ceci, bien sûr, dans le cadre de l'affaire des enfants ukrainiens déportés, tel que décrit Kiev. En tout cas, c'est la description que fait Kiev de la situation. Linda Larbaoui, avec vous, on va essayer de se replonger un peu dans cette fameuse affaire. Qu'en est-il exactement, qu'en est-il réellement de ces enfants qu'on met en avant du côté de Kiev pour essayer de justifier les poursuites judiciaires internationales contre la Fédération de Russie? Il y a déjà des ONG qui ont répondu à ça et qui ont expliqué que ces enfants n'étaient pas enlevés, mais plutôt on les a retirés de là pour ne pas justement qu'ils soient massacrés ou pour ne pas qu'ils soient utilisés comme boucliers. Et puis, à côté de ça, il y a un autre dossier beaucoup plus brûlant. Depuis 2014 jusqu'à l'intervention de Russie en Ukraine, eh ben, l'orphelinat qu'il y avait dans le Donbass a été transféré et on ne retrouve pas 2000 enfants, 2000 orphelins. On ne les retrouve pas. Donc, d'après Russia Today, qui a diffusé beaucoup d'informations là-dessus, et d'après les Russes, eh ben, ces enfants auraient disparu pour servir justement pour un trafic d'organes ou un trafic d'enfants. Voilà, je dis bien d'après Russia Today et des interventions de Russes justement qui expliquaient ça. Donc moi ce que j'en déduis, et j'ai suivi les deux affaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut couvrir une affaire par une autre. Les Ukrainiens et puis les Européens aussi avec les Américains, ils ne veulent pas répondre par rapport à ces enfants du Donbass qui ont disparu. Il y a même eu le témoignage d'une femme qui travaillait pour l'ONU qui a démissionné par rapport à ça et qui estime que c'est un scandale
et elle n'arrive pas à aller au bout de son enquête. Et elle a eu pas mal de personnes qui ont intervenu dans son dossier et qui ne l'ont pas laissé travailler. Donc cette femme-là a disparu et puis par crainte justement de représailles, elle est partie vivre en Russie parce qu'elle s'est sentie en danger. Donc il y a déjà ce dossier qui est très très lourd, où il y a une association, une ONG qui est impliquée dans cette disparition, c'est Médecins sans frontières, parce que c'est eux qui avaient transféré les enfants. Donc ce dossier, on n'en parle pas, mais on va parler d'enfants qui, d'après d'autres ONG justement beaucoup plus sérieuses, qui estiment que ces enfants n'avaient pas à subir la guerre et on les a retirés de là. Donc il y a quand même un malaise dans cette histoire. Par rapport aussi aux Russes, je connais bien l'histoire de la Russie. La Russie est sur la défensive et cela depuis le siècle dernier. On va retrouver les mêmes oligarques, c'est-à-dire les mêmes sociétés, les mêmes organisations, tout ça, qui ont financé la guerre du Japon contre la Russie en 1905 et qui ont aussi financé la première révolution russe pour casser la Russie tsariste, l'empire de Russie. C'était leur objectif. Les Russes, ils sont toujours dans ça. Si on reprend aussi la révolution bolchevique, alors nous avons à l'époque Lénine qui lui était à la tête des bolcheviks et nous avons Trotsky qui était à la tête des molcheviks. C'est-à-dire et puis financé par les mêmes banques et par les mêmes oligarques qui étaient basés aux États-Unis. Donc, l'un dans l'autre, cette révolution devait réussir parce qu'elle avait échoué en 1905 et à partir de là, si c'est Lénine qui passe, eh ben ils ont gagné. Si c'est Trotsky qui passe, ils ont gagné aussi. Donc la Russie qui est revenue, qui s'est détaché de l'Empire soviétique et qui est revenu, et maintenant depuis 2000, je dirais depuis l'an 2000, depuis l'élection de Poutine, elle avait déjà préparé cette sortie et elle avait déjà préparé cette guerre. Donc aujourd'hui, quand nous avons Monsieur Lavrov au début de cette opération qui dit il faut contrer il faut contrer les Occidentaux, il faut contrer l'ONU et tout ce qui va avec, eh ben la CPI ne fait pas partie de l'ONU. C'est un organisme qui est géré par les Occidentaux, qui travaille pour les profits des Occidentaux. Et aujourd'hui, les Russes, ils sont encore dans la défensive. Ce néocolonialisme qui a atteint l'Afrique, il a atteint aussi la Russie. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes banques, c'est les mêmes, quand je dis les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est leurs enfants qui ont pris le relais, c'est les mêmes familles, voilà le mot que je cherchais, c'est les mêmes familles qui sont là à essayer de dépouiller tout le monde et ça leur plaît pas qu'on leur dise non. Comme en Afrique d'ailleurs, quand on leur dit non, eh ben c'est des menaces à la guerre, c'est des menaces de sanctions. Eh ben la Russie subit toujours la même chose et puis tout est bon pour les salir. Merci. Merci à vous également, Linda Larbaoui. Je reviens vers vous, cher Gamal, pour continuer de parler de ces fameuses affaires d'enfants. On le sait, c'est dans ce cadre-là que Moscou et la CPI se livrent une bataille judiciaire internationale. On va rappeler que la Fédération de Russie n'est pas signataire du statut de Rome. Gamal Abina, pour revenir sur ces affaires d'enfants, on parle beaucoup de trafic d'enfants du côté de l'Ukraine. On parle de ces enfants qui seraient utilisés pour les organes, utilisés dans la prostitution. Qu'en est-il réellement de ce trafic du côté de l'Ukraine? Est-ce qu'il y a des pontes du régime, comme cela se dit, qui sont impliqués dans des affaires pareilles? Vous savez, dans les guerres, tout est assez sale. Donc l'affaire de ce juge de la CPI, d'ailleurs, c'est pas anodin, est polonais d'origine. Donc quand on est polonais, déjà, on a forcément un parti pris.
juge dans une affaire quand on est juge et parti alors qu'on alimente la guerre ukrainienne, ça pose problème. Ensuite, la méthode des enfants, c'est une méthode très ancienne qu'on a toujours utilisée. Je vous reviens sur le passé, Première Guerre mondiale. Les Allemands mangeaient leurs enfants, Seconde Guerre mondiale. Les Allemands allaient récupérer, c'était vrai, des enfants polonais, des enfants russes, des enfants ukrainiens pour les germaniser parce qu'ils considéraient qu'ils avaient sans doute des origines aryennes et donc on voulait aryaniser ces enfants. C'est une méthode de récupération et pour créer effectivement les surhommes, les nouveaux hommes que les Allemands rêvaient de voir, ces fameux Aryens, qu'on envoyait dans les Napolas. Donc les Napolas, c'est les petites écoles pour enfants nazis, des jeunesses hitlériennes, qui devaient devenir après des SS. Donc les méthodes où on accuse sur les crimes de guerre par rapport aux enfants, où on dit qu'ils utilisent pas la prostitution, les organes et tout ça, ce sont des méthodes de bonne guerre. C'est souvent très faux. Sauf évidemment sur la Seconde Guerre mondiale où effectivement c'est documenté, mais sinon en règle générale c'est pas vrai. Par contre, le fait d'accuser l'un et l'autre, parce que les Russes sont accusés d'avoir embarqué aussi des enfants, alors les Russes disent que c'est pour les protéger, les Ukrainiens disent que c'est pour le trafic, et vice versa, tout ça, ça ne veut rien dire. Si vous voulez la vérité en général, c'est que dans une guerre les choses sont sales, que les populations sont impactées, que le droit n'existe plus, puisque c'est le droit du plus fort, c'est le droit de celui qui porte la frappe militaire et qui obtient donc le pouvoir sur la personne qui est conquise, quel que soit le camp. Et donc quand on nous rabâche ces histoires d'enfants, c'est un peu comme quand il y a des bombardements, on met immédiatement l'avant les femmes et les enfants. C'est une façon de faire pleurer dans les chaumières pour dire attention, la guerre, c'est pas bien. J'ai envie de dire simplement, c'est que dans une guerre, des femmes et des enfants, effectivement, c'est horrible, les vieillards pareil, les hommes pareil. Quand on tue des gens, quand on les broie dans du métal, c'est quand même de la chair contre du métal. Quand on explose des personnes, c'est jamais beau, c'est jamais bien. Il n'y a pas plus de légitimité à tuer un homme qu'un vieillard ou un enfant ou une femme. Donc, ce qui se passe, c'est que ces méthodes de détournement d'attention sur la base d'accusations, toujours sur les enfants, on sait que ça touche le monde entier. Ça nous rappelle, étrangement, la même méthode utilisée en Irak. En Irak, par exemple, on avait Salah Koweïtien, qui mérite largement d'être jeté dans une prison à vie, qui avait dit, alors qu'elle vivait aux États-Unis, que des enfants irakiens dans des couveuses avaient été jetés par terre par les soldats irakiens, ces enfants, koweïtiens, jetés par terre par les soldats irakiens, donc des barbares, gratuitement, uniquement pour pousser les gens à la guerre. Eh bien, avec cette propagande assez crade, les opinions publiques ont basculé du côté du clan atlantiste guerrier, et l'Irak a été détruit. Bilan des courses, 500 000 enfants réellement morts cette fois-ci. Évidemment, cette fille d'ambassadeur, cette dégénérée, n'a jamais été poursuivie. Les criminels, je parle Bush et compagnie, n'ont jamais été poursuivis. Et l'Irak a connu entre 3 et 5 millions de personnes qui ont été tuées depuis la fin de la guerre, il y a 30 ans. Donc, c'est vous dire un peu, 32 ans pour être précis, c'est vous dire un peu la réalité. Quand on parle d'enfants, il faut faire très très vigilant. Quelle que soit la partie qui accuse, en règle générale, pour trouver la vérité, c'est toujours entre les deux eaux, c'est toujours un peu plus mesuré, un peu plus modéré, j'allais dire, même si la guerre n'est pas modérée. La guerre est une barbarie indiscutable, et les gens qui la subissent, en règle générale, ne cherchent pas à faire autre chose que feu de tout bois pour obtenir la victoire, qu'elle soit militaire, bien sûr, mais aussi par l'image, la propagande, et diplomatique. Donc il faut être très vigilant sur ces questions. Dès qu'on parle d'enfants, en règle générale, c'est souvent pour faire pleurer dans les chaumières. Dans les faits, c'est beaucoup plus discutable et on n'en saura plus, je vous le dis, qu'à la fin de la guerre, pas avant. L'argument des enfants, comme vous l'avez dit, est très souvent mis en avant, mais une question très simple, Gamal Abina, pour permettre véritablement à nos téléspectateurs de comprendre, pour mieux les situer sur le contexte s'agissant de ces enfants-là. Est-ce que, pour vous, Moscou avait raison de les déplacer ? Il y a une guerre. Donc déjà, au départ, si Moscou, qui a quand même pris soin, il faut lui reconnaître ses qualités, d'épargner le plus possible la population, c'est sur un théâtre de guerre. On n'est pas dans la guerre de Grozny, on n'est pas dans ce qui s'est passé en Tchétchénie. C'est pas un massacre de masse, c'est pas une destruction totale des villes. On est loin de ça. Les rares villes qui ont été détruites, et on les connaît déjà, elles sont très documentées aussi, sont des villes qui ont été détruites avec l'évacuation préalable des populations. Faut jamais perdre ça de vue. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui que les civils tués, parce que malheureusement c'est une guerre, il y a des civils tués. Quand on voit la quantité monumentale d'obus, 6 à 10 000 obus tirés par jour, il y a à peu près 10 000 civils qui ont été tués. C'est l'estimation qui a été faite des deux côtés. Donc l'histoire des enfants, effectivement, s'il y avait des enfants qui ne pouvaient être évacués et que les Russes les ont évacués, ils ont eu raison de le faire. Il vaut mieux évacuer que de les laisser sous les décombres ou sous les bombardements. C'est comme du côté ukrainien. Si les Ukrainiens font le travail, normalement, ils évacuent leur population civile. Mais ça ne sert pas à la propagande. C'est-à-dire que on l'a vu récemment avec ce fameux tir de missile qui avait été attribué aux Russes du côté de ce fameux marché où il y a eu 15 morts. Et bien, les enquêtes, parce qu'on voit qu'il y a un basculement de la guerre, c'est intéressant d'observer. Les Américains commencent à lâcher les Ukrainiens. Les Polonais commencent à lâcher les Ukrainiens parce qu'ils multiplient les fautes graves. Et ce missile attribué aux Russes, finalement, est un missile ukrainien. Ça a été documenté par un journal américain très sérieux qui a fait une enquête
être très précises pour expliquer l'angle de tir, le type de missile utilisé et la façon dont il a été utilisé par rapport aux Ukrainiens. Ça n'a jamais été tiré du côté de la partie russe. Donc l'intérêt de cette guerre de propagande, c'est de dire que les Russes sont des monstres, c'est un grand classique, et de dire que les Ukrainiens sont les victimes, ce qui est normal, on est côté du camp occidental. Côté russe, évidemment, leur but, c'est de ne pas s'aliéner la population ukrainienne, puisque dans les Ukrainiens, ils considèrent que ce sont des cousins et des frères slaves. Donc ils ont l'intention de préparer l'après-guerre. Et l'après-guerre, ils l'espèrent, sera sans Zelensky, évidemment, ou peut-être négocier avec Zelensky. Mais il n'en demeure pas moins que la moitié de la population ukrainienne d'origine russe ne va pas partir de la région. On va pas refaire ce qu'on a fait aux Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura pas 15 millions de personnes qui vont être déplacées. Donc cette population a vocation à rester sur place et les Russes ont vocation à ne pas créer des conditions objectives de la haine pour que la paix ne puisse pas intervenir. Donc les réalités sont celles-là. Non pas que les Russes soient des enfants de cœur. Quand ils font la guerre, ils la font de façon radicale. On le connaît. Mais là, pour le coup, ils ont mesuré leur frappe, quoi qu'on leur dise. Alors ça paraît étonnant. Mais ceux qui meurent aujourd'hui massivement, l'estimation c'est entre 4 et 500 000 soldats ukrainiens, qui a de moins en moins de capacité de mobilisation de l'armée ukrainienne puisqu'il n'y a quasiment plus de personnel, beaucoup de batailles militaires détruits, mais les Russes, pour le coup, après cette fameuse contre-offensive ridicule qui aboutit à rien, sont dans une position de confort. Et les Américains sont en train d'annoncer lentement mais sûrement qu'ils n'alimenteront plus la guerre en paiement, en finance, donc ils ne la financeront plus, et ils n'alimenteront pas la guerre en armement. Donc aujourd'hui, l'Ukraine se trouve bloquée sur deux fronts. Le premier front, c'est les capacités militaires, donc les capacités offensives avec du matériel militaire et des avions. Et le second front, c'est les capacités simplement humaines. Ils n'ont plus le matériau humain, comme on l'appelle, pour pouvoir garantir cette alimentation de la guerre. Donc il est probable, on l'espère, qu'on sortira de ce conflit bientôt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la propagande, puisque c'est elle qui est le plus mise en avant, est une question qui est essentielle et qui est utilisée à satiété de la part des deux camps. Merci à vous, Gamal Abina. Linda Labaoui, on vous retrouve donc en tout cas, beaucoup d'hypothèses qui vont dans ce sens ont été mises en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans certains médias. Kiev est autant vexé à la suite du déplacement de ses enfants parce que il voulait en quelque sorte les utiliser comme bouclier. Est-ce que pour vous, vous partagez le point de vue de ceux-là qui pensent que dans la guerre que l'Ukraine, ce qu'on appelle la contre-offensive ukrainienne depuis quelques semaines, Kiev entendait bien utiliser ces enfants-là comme bouclier humain d'après vous? Ben écoutez, d'après moi, je vais quand même dire une chose, c'est qu'au début de ce conflit, je vous avais envoyé tout un dossier avec des vidéos de pandéristes basés au Canada. Et au Canada, dans le Québec, c'est là où il y a le fief des pandéristes, où il y avait leur porte-parole qui disait clairement, je vais essayer de retrouver la vidéo, je vais vous la renvoyer, et ce pandériste, il disait clairement que c'est pas aux parents qu'il faut faire la guerre, c'est plutôt aux enfants. Il faut commencer par les enfants. Comme ça, on est sûr d'exterminer la race russe ou russophone, puisque les parents qui ont plus de 40 ans, ils pourront plus enfanter. Ça vient pas de moi. Et encore une fois, je vous avais envoyé tout ça à l'époque. Mais je pense retrouver cette vidéo et ce dos, parce qu'il avait écrit tout un article. Donc moi, je prends pas ça à la légère. Et là, il y a une rupture totale entre la Russie et l'Occident. Parce qu'il y a des antécédents avec les Occidentaux. Je vais quand même rappeler une chose, et pour avoir vécu une histoire avec une personne qui m'est très proche, une Rwandaise, quand il y a eu le massacre au Rwanda, il y a des enfants qui ont été enlevés et qui n'avaient pas forcément leur famille décédée. Et j'ai eu une employée, je l'ai mise un petit peu sur cette voie et elle a retrouvé son père qui l'avait confié à un orphelinat de bonnes sœurs en attendant que les choses se passent. Elle n'était pas seule, il y avait d'autres enfants avec elle. Ces enfants ont été enlevés et ils ont été adoptés en France. La majorité ont été adoptés dans le nord de la France par tout un circuit de professeurs, de maîtres d'école, tout ça. Ils se sont constitués comme partie civile, ils ont monté une association. Donc là, en France, on n'en parle pas. Et ma petite Léa, qui a retrouvé son père, qui a retrouvé sa famille,
avait été enlevée et elle n'était pas orpheline. En dehors de ça, il y a eu d'autres scandales aussi, concernant l'Afrique toujours, concernant l'Asie. Donc il y a une rupture entre la Russie et l'Occident. Et comme l'Ukraine fait partie, par l'esprit, fait partie de l'Occident, donc les Russes n'avaient pas confiance. Et quand vous lisez ce qu'a écrit un pandériste en disant il faut exterminer les enfants et les parents qui ont plus de 40 ans ne pourront plus enfanter, là, mais ça fait vraiment peur, hein, cet esprit, il fait vraiment peur. Comment voulez-vous laisser des enfants quand vous avez des gens derrière qui appellent au crime et qui appellent à exterminer d'abord les enfants avant les parents? Donc le fait qu'il y ait eu trop de dossiers, je vous dis personnellement, peut-être que ma petite Léa elle m'écoute, j'ai eu affaire à un dossier qui est très grave, pour moi c'est très grave, on enlève des enfants à leurs parents soi-disant qui sont orphelins, et 30 ans après ou 25 ans après, on apprend que les parents sont toujours là. Et puis, ça fait mal à ces enfants-là. Donc, moi, cet Occident, à ce niveau-là, au niveau des enfants, je leur fais pas confiance. On est complètement dans un monde déséquilibré depuis quelques années. Je vais vous citer un exemple. En France, si vous avez un tabac et vous vendez un paquet de cigarettes à un jeune homme qui a 15 ans, eh ben, on vous ferme l'établissement, on vous met une amende. Si ça se reproduit, vous risquez la prison ferme, mais à l'âge de 13 ans, un enfant qui peut pas acheter un paquet de cigarettes qui a 15 ans, eh ben, à l'âge de 13 ans, il a le droit de changer de sexe et on a le droit de lui apprendre des actes sexuels. C'est ça l'Occident. Donc les Russes, ils ont enlevé ces enfants de cet univers. C'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Je ne dis pas c'est vrai ils les ont enlevés ou pas. Je dis s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Et cette rupture de confiance totale avec l'Occident et cette guerre contre l'orthodoxie fait que les Russes avaient toutes les raisons pour les retirer de là. Et ça ne veut pas dire qu'ils les ont enlevés ils les ont retirés de là pour s'en servir pour des actes sexuels ou pour des trafics d'organes, je ne crois pas. Les Russes sont en train de jouer le tout pour tout. La Russie ne veut pas s'isoler. S'il y a le moindre scandale de ce genre avec le reste du monde, eh ben, on lui tournera le dos. Et je ne pense pas que monsieur Poutine et les décideurs en Russie, ils cherchent ça. Au contraire, je vois bien que les Russes essayent d'avoir l'opinion internationale de leur côté au lieu de se mettre tout le monde contre eux. Mais c'est vrai ce que monsieur Abinay dit, nous sommes dans une guerre. Et cette guerre, eh ben, c'est une fois que ça sera fini qu'on en saura plus, mais quand ça sera fini, encore une fois, les Russes ne voudront pas s'isoler. Ils sont en train de tout faire pour signer des accords et puis pour avoir plus d'alliés. Donc, je ne pense pas qu'ils voudront se retrouver dans dans une histoire qui pourrait leur nuire et nuire justement à leur économie et à leurs alliances en dehors du monde européen duquel ils sont en train de se détacher complètement. Ces enfants, Kiev, en tout cas Kiev pour sa part reproche à Moscou d'avoir séparé ces enfants de leurs parents. Est-ce que réellement on peut dire que ces enfants-là et ces parents-là étaient réellement des Ukrainiens? Ou bien se sentaient-elles ukrainiennes ces personnes réellement? Les Russes ne s'intéressent qu'aux russophones. Les russophones, ils sont d'origine russe. Les Russes ne veulent pas s'encombrer avec le côté ouest le côté ouest de l'Ukraine, ceux qui sont de descendance polonaise ou lituanienne, tout ça. La Russie, par sa constitution, et par tous les accords, eh ben, peut défendre les Russes là où ils sont. Nous le voyons en Transnistrie, par exemple, ils sont en train de tout faire justement pour protéger la population russe en Transnistrie, en Moldavie. Donc, ils s'impliquent là où il y a leur communauté. Quand il y avait l'Union soviétique, il y a eu des déplacements de population. Les Russes se sont installés un peu partout.
Et aujourd'hui, les Russes ont le droit de défendre ces populations. À l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu ces accords. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont en Transnistrie d'ailleurs. Et c'est une république qui n'est pas reconnue par tout le monde. Je crois qu'il y a 4 pays uniquement qui la reconnaissent, mais ils demandent toujours, depuis 1991, ils demandent la séparation de la Moldavie. Et le Donbass, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Hein. Par exemple, la Crimée. En 91, il y a eu un référendum. En 1991, avant l'effondrement de l'Union soviétique, au moment où ça commençait à se faire, les républiques voulaient se séparer. Et ben, les gens de la Crimée avaient opté pour la Russie. Et puis, on n'a pas pris ça en considération. Après 2014, il y a eu un deuxième référendum et on est tombé sur les mêmes chiffres. Je crois que c'était dans les 72-73% en 1991 et en 2014, il y a eu les mêmes chiffres. Le Donbass, les gens ne voulaient pas se séparer de la Russie et cela depuis le début. Et c'est pour ça qu'il y a eu Minsk 1 et Minsk 2. Il était question de laisser ces gens-là vivre à la Russe. Donc aujourd'hui, la Russie, pour revenir à ses enfants, la Russie ne s'intéresse pas aux enfants ukrainiens, elle s'intéresse aux enfants russes qui sont restés en Ukraine. Et c'est ça les enjeux. Et c'est ces gens-là qui étaient, par le régime de Kiev, étaient martyrisés, étaient bombardés, étaient massacrés. Et ils étaient tués. Donc aujourd'hui, la Russie, si elle sauve quelqu'un, elle va sauver un Russe qui est resté en Ukraine. Et il faut jamais oublier que l'Ukraine faisait partie c'était une partie intégrante de la Russie et c'est Lénine qui a créé cette république et beaucoup plus tard on lui a rajouté pas mal de territoires pour que ça devienne l'Ukraine d'aujourd'hui, l'Ukraine avec la Crimée, tout ça. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'était quand même la Russie. Tout le reste, ce ne sont pas des Russes, c'est des Lituano-Polonais qui sont là, qui sont venus vivre là et la majorité n'est même pas orthodoxe comme les Russes. Hein. Ils sont plutôt catholiques. Donc il y a déjà toutes ces différences. Mais la Russie vendra toujours les Russes. Cela par sa constitution et par sa conviction, et elle va pas, les Russes ne vont pas s'encombrer avec le reste qui a toujours nui. Regardons un petit peu l'histoire. À chaque fois que la Russie s'est retrouvée envahie, c'est toujours par le même côté, c'est toujours par le côté Ukraine de l'Ouest. À chaque fois que les Russes ont été déstabilisés, c'est par ce côté-là. Donc aujourd'hui, ce côté-là du territoire n'intéresse pas les Russes et même les populations de ce côté-là n'intéressent pas les Russes non plus. Ce qui les intéresse, c'est leurs populations qui sont restées en dehors du territoire russe quand il s'agissait de l'Union soviétique ou avant d'amputer certains territoires à la Russie. Merci à vous, Linda Larbaoui, pour cette autre intervention. On va passer peut-être le bonsoir à tous nos téléspectateurs qui commencent déjà à réagir. On va saluer du côté de Paris notre ami Roméo Tuissi qui nous suit, qui est déjà en direct calé sur cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir à toi, Roméo Tuissi. Je vous retrouve donc également du côté de la France, Gamal Abina, pour revenir un peu sur ces affaires d'enfants déportés. C'est d'ailleurs, on va rappeler que les enfants qu'on a appelés les enfants du Donbass, c'est eux qui sont au cœur de cette histoire, de cette bataille judiciaire entre la Fédération de Russie et bien sûr l'Ukraine. S'agissant de ces enfants, Volodymyr Zelensky en a parlé encore récemment à la tribune des Nations Unies lors de la 78e Assemblée Générale où il a ouvertement encore accusé la Russie de déportation, de génocide et tout ce qui va avec. Gamal Abina, est-ce que pour vous, le fait que cette affaire revienne un peu au devant de la scène montre que Volodymyr Zelensky est en quelque sorte dos au mur et en train peut-être de se chercher une échappatoire pour pouvoir sortir de la crise? Parce qu'on va rappeler que depuis des mois, c'est le statu quo entre la Russie et l'Ukraine. C'est pas un statu quo, en réalité, depuis des mois, c'est une effroyable
défaite de l'offensive ukrainienne qui espérait obtenir des résultats pour renforcer son adhésion de l'Occident. Ça a été une défaite. Une défaite à la enseigne d'ailleurs que les États-Unis ont demandé des résultats. C'est le chef du Parlement américain qui a dit « Vous nous donnez des résultats, sinon vous êtes plus ». Donc c'est une défaite. Donc effectivement, il est aux abois. Il a besoin de rajouter, il a besoin de parler de termes très connotés d'ailleurs. Quand on parle de génocide, quand on parle d'enfants qui sont déportés, déportation, génocide, massacre, tout ça c'est les termes de la Seconde Guerre mondiale, oubliant par là même que dans son propre camp, il avait, c'est plus grave, des bandes guéristes, des néo-nazis avérés, revendiqués. Il avait des camps d'entraînement qu'on appelait, donc chez les nazis, des Napolas, qui formaient des jeunesses nazies pour faire la guerre. Tout ça est oublié. Donc il va vous parler de massacres, de déportation, de russification, comme on faisait à l'époque l'arianisation. C'est un vocabulaire pour sensibiliser la scène internationale et particulièrement le monde occidental. Le problème, c'est que il se décrédibilise. Il a eu un discours à l'ONU qui était très offensif, mais qui était outrancier, qui n'a pas été entendu comme il l'aurait espéré, avec une partie occidentale qui, manifestement, n'a plus l'intention de vraiment l'aider de manière inconditionnelle. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. L'espoir que la Russie s'effondre économiquement est totalement derrière. L'espoir qu'elle s'effondre militairement était une chimère. Et évidemment, au début de la guerre, quand les Russes sont intervenus, ils espéraient un coup de force de la part de l'armée ukrainienne, et ils envoyaient que très peu d'hommes, je crois, c'est entre 60 et 80 000 hommes. Donc, une guerre d'invasion sur un pays de 45 millions d'habitants avec 60 000 hommes, c'était pas très sérieux. Par la suite, ils ont repris, évidemment, un enseignement de leurs échecs, ils se sont largement réformés, et l'Ukraine qui s'apprêtait à attaquer n'a pas arrêté de faire tambour battant, n'a pas arrêté d'annoncer qu'elle ferait une contre-offensive, d'annoncer qu'elle allait frapper fort, d'annoncer que les Russes seraient mis dehors. Lui, Zelensky n'a pas arrêté de dire nous sommes au début de la fin de la Russie, ou du mois de l'invasion russe, et finalement, il ne s'est rien passé. Donc 4 mois plus tard, on est où aujourd'hui? On en est à un stade où effectivement, il crie de façon un peu comme Pierre et le loup, au loup du matin au soir, mais avec des termes outranciers qui ne sont plus crédibles. Donc c'est vrai que quand on est coincé comme il est aujourd'hui, eh bien on a le sentiment, du moins on a une tentative, c'est ce qu'il fait actuellement, de vouloir se montrer encore plus radical, encore plus excessif, en utilisant des termes qui font écho. Mais c'est pas d'hier, c'est pas déjà à l'époque, quand il allait par exemple sur le Parlement israélien, il leur a dit attention, on est en train de revivre l'Holocauste. Quand il est du côté de Verdun, il dit attention, on vient nous Verdun. Quand il va voir les Anglais, il vous parle le Blitz. Enfin, il n'a pas arrêté de faire des références à la Seconde Guerre mondiale qui le décrédibilisent. C'est pas du tout ce qui se passe actuellement. On est sur une autre logique. Donc effectivement, cette façon de le faire, c'est une façon finalement à demi-mot d'avouer qu'il est coincé et qui se trouve dans une situation difficile et que c'était pas un président, c'est un acteur. Il faut se rappeler quand même qu'il a aucun sens politique. Donc, à vouloir toujours être excessif, ne pas faire monter graduellement la sauce, il a fini par se décrédibiliser. Eh bien, Gamal Abina, quand je parlais de statu quo, je faisais allusion au volet diplomatique de ce conflit-là. On le sait sur le plan militaire, c'est une défaite cuisante de Kiev. Je parlais du volet diplomatique, étant donné que les États-Unis sont en quelque sorte en train de lâcher, vous-même vous l'avez dit, s'agissant de ce bombardement. Vous avez évoqué le média qui a fait une enquête, qui a d'ailleurs révélé la supercherie. C'est bien sûr le New York Times qui a révélé la supercherie s'agissant de ce bombardement-là. Sur le plan diplomatique, les États-Unis sont en train de lâcher du lest. La Pologne a complètement lâché l'Ukraine. Ils sont fâchés il y a de l'eau dans le gaz entre les deux pays. Que reste-t-il finalement à Volodymyr Zelensky? On l'a vu du côté du Canada, devant l'Assemblée nationale. On a d'ailleurs fait une standing ovation à un néo-nazi de ce côté-là, ce qui a d'ailleurs choqué le monde entier. Le Parlement canadien s'est excusé par la suite. Que reste-t-il finalement à Volodymyr Zelensky, Gamal Abina? Sa marge de manœuvre, elle n'était pas grosse déjà parce que d'abord, dès le premier jour de la guerre, il a perdu son aviation, donc il a perdu quasiment ses moyens aériens, incapacité de protéger l'espace aérien. Ensuite et surtout parce que l'armement dont il disposait, c'était la 26e puissance militaire. Il s'est effondré littéralement, même si on a voulu le booster. Et puis surtout parce que le matériel qu'il utilise aujourd'hui est un matériel occidental pour lequel il n'a pas les compétences. Je parle de son armée, n'a pas les compétences de diriger des F-16 ou des avions de combat ou des chars hyper technologiques. Et on envoie à Zelensky des chars largement dépassés. Donc c'est vrai qu'il se retrouve avec des aides qui sont pas à la hauteur de ses attentes, avec des proportions de matériaux militaires qui sont ridicules. Je veux dire, on n'envoie pas 3 chars face à si, alors, 12 500 chars. Là, l'espace aérien pour elle. Donc c'est vrai que sur le terrain politique et sur le terrain diplomatique, c'est un échec. Zelensky a essayé de séduire, mais maintenant, qui le soutient? Les Polonais se sont fait une alliance, non pas une alliance honnête, il n'y a rien d'honnête là-dedans. C'est une alliance stratégique, une alliance vraiment contre
contre circonstances normales, c'est-à-dire que la Pologne n'a eu aucun bon rapport avec l'Ukraine depuis toujours, ça a toujours été une relation de tension extrême. La question de la concurrence sur le blé ukrainien et polonais a posé problème aussi. Donc la Pologne n'aime pas l'Ukraine, il faut être très clair, parce qu'ils considèrent qu'une partie du territoire ukrainien appartient à la Pologne. Ça vous donne un peu le scénario. Mais la détestation des Polonais était encore plus grande pour la Russie, donc ils ont fait contre force du manqueur, ils ont choisi celui qui détestait le moins contre celui qui détestait le plus. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que celui qui détestait le moins n'est pas à la hauteur. Donc ils viennent de les lâcher. Pareil pour le Parlement canadien, qui sont manifestement pas très éduqués. Ils ont reçu un ancien Waffen-SS, qui est quand même grave. Un Waffen-SS, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la SS en armes, Waffen en armes. Et donc le Waffen-SS, c'est ceux qui ont participé au massacre de Babi Yar, les Juifs qui ont été tués, ce qu'on a appelé l'Holocauste par balle. C'est ceux qui ont massacré évidemment des Ukrainiens, faut l'oublier, parce que les Ukrainiens étaient anti-soviètes. Et c'est ceux qui ont prêté à main forte aux forces de Himmler, des nazis. Donc c'est la pire section de l'armée qui a été mise en avant. Et bien ils ont applaudi un Waffen-SS qui est extraordinaire. Pour beaucoup moins de ça, il aurait fini en prison, mais au Canada, on a commis cette faute, sans vérifier le pédigré du monsieur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se sont décrédibilisés et que je pense que sur un plan diplomatique, l'Ukraine est bien seule. Qui va l'aider? Il y a 80% du monde qui ne le soutenait pas? Non. L'Occident qui soutenait à demi-mot, en réalité, s'ils n'ont pas été à fond non plus, il reste qui? Il reste juste une négociation avec la Russie qui l'a beaucoup insulté. Merci à vous, cher Gamal Abina. On va passer le bonsoir au général du peuple malien, Issa Diawara, qui nous a rejoint il y a quelques instants seulement. Bonsoir et bienvenue, cher Issa. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous, mon cher Junior Wofo, et bonsoir à Gamal Abinal, bonsoir à tous les autres, bonsoir à toute l'Afrique, et je vous remercie. Merci à vous, cher ami. On vous accueille avec la première question de cette édition d'Appel sur le continent vous concernant, s'agissant du mandat de recherche émis contre le président de la Cour pénale internationale. Est-ce que pour vous, Issa Diawara, il fallait s'attendre à autre chose du côté de Moscou? Non, c'est une suite logique dans la mesure où je pense, n'oubliez pas, c'est quoi la CPI? La CPI est un instrument, bien sûr, de colonisation entre les mains des Occidentaux. Vous savez, quand on parle de l'Occident, on met en place, quand on parle de la colonisation, on met en place plusieurs outils. Et au rang de ces outils, vous avez les institutions financières, telles que la Banque mondiale, FMI, pour bien sûr appauvrir et assujettir d'autres peuples du monde. Vous avez des instruments, bien sûr, à tendance politique, tels que l'ONU et autres. Vous avez évidemment des outils, bien sûr, juridiques qui ont été mis en place. Et l'un des principaux outils juridiques mis en place, c'est bien sûr la CPI. La CPI sonne comme un tribunal, bien sûr, pour tous les anti-occidentaux. La CPI est un tribunal raciste, bien sûr, et qui ne juge jamais les occidentaux eux-mêmes en tant que tel. Qui juge bien sûr les autres peuples du monde. C'est la CPI bien sûr qui a été impliquée en faveur de l'Ukraine dans leur guerre bien sûr contre les Russes, parce qu'ils disent que les Russes sont des Slaves. Des Slaves selon eux, ce sont des Blancs de seconde zone, donc ils ne sont pas comme les Caucasiens. Donc en réponse, les Russes évidemment aussi pourraient affirmer aussi leur droit bien sûr à la réciprocité, ont d'abord lancé en tout cas l'ouverture d'une enquête contre ce fameux procureur et son équipe. Aujourd'hui, nous sommes au stade où un mandat de recherche a été lancé contre, bien sûr, ce procureur. C'est la suite logique. Le monde dans lequel nous sommes actuellement, il faut être des gens limités comme les Bazoum, qu'on a placés à la tête des États africains, pour dire que pour pleurnicher que des fameux terroristes occidentaux sont plus forts que les armées africaines. Aujourd'hui, il n'est pas question de pleurnicher, il n'est pas question de pleurer. Il est question bien sûr de porter, de répondre coup sur coup au monde occidental. Et c'est bien de lancer ce mandat de recherche. Nous, Maliens, nous Africains, en tout cas à partir du Mali, en tout cas à partir de l'AES, c'est-à-dire quoi? Alliance des États du Sahel, nous apportons notre soutien à la Russie. Nous disons que si jamais le fameux procureur de la CPI s'hasarde à venir au Mali pour prétendre mener une enquête, bien sûr pour des questions de droits de l'homme, il sera arrêté au Mali et remis bien sûr aux autorités russes. Donc c'est un mandat qui est sans surprise. Et nous, ça faisait un moment déjà que nous voulons aussi arrêter ce procureur de la CPI. Et nous allons voir où est-ce qu'il va aller. En tout cas, pas les pays qui sont en partenariat
avec la Russie. Et bizarrement pour l'Occident, tous les pays en partenariat avec la Russie sont les pays au sein desquels ils ont semé du bordel, du chaos. Regardez la Centrafrique. C'est là-bas qu'ils ont essayé de mettre le chaos. Regardez la zone du Sahel. Et regardez un peu ce qui se passe du côté du Soudan. Mais la CPI est censée aussi enquêter là où les Occidentaux font semer le chaos, mais par procuration. Donc aujourd'hui, je pense que c'est presque la fin de la CPI. Et ce qui est en jeu pour moi, c'est une question, ce n'est pas un mandat de recherche contre un homme, mais c'est un mandat de recherche contre la CPI. Ce qui est en jeu en réalité, c'est la survie ou pas de la CPI. Et nous autres, nous sommes disposés, si les procureurs de la CPI osent mettre pied au Mali, dans ce qu'ils appellent Moura ou quoi, mais il sera arrêté et remis aux autorités. C'est aussi simple, mon cher Junior Wafou. Merci beaucoup. Merci à vous également, Issa Diawara. Linda Larbaoui, Issa Diawara a évoqué ce qu'on appelle, on en parle constamment sur nos plateaux, la survie de la CPI, tout en rappelant que Moscou n'est pas signataire du fameux traité qui a donné naissance à la CPI. S'agissant de sa survie, Linda Larbaoui, que vaut réellement encore la CPI au jour d'aujourd'hui? Eh ben, je vous signale que les États-Unis non plus, hein, ils sont pas signataires. Ça ne vaut rien. Et ce que M. Diawara disait, c'est la pure vérité. C'est un moyen de faire pression sur les pays faibles ou les pays qui peuvent pas se défendre. C'est pas fait pour les Occidentaux, hein, ça n'a pas été fait pour les Occidentaux. D'ailleurs, même les Nations Unies, quand les Nations Unies ont été créées, eh ben, ça a été créé pour les colons, pour les pays qui colonisaient les autres, tout simplement. Et tout ce qui est arrivé après, même la CPI, eh ben ça fait partie de ces outils-là qui ont été créés pour continuer à dominer le monde. Et si les Russes, si les Soviets ont pris une place à l'ONU en 45, c'est parce qu'ils avaient quand même, il y a eu 33 millions de Soviets qui ont été sacrifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les 27 millions qui sont morts tout de suite. Il y a les disparus, mais il y a aussi ceux qui sont morts suite à leurs blessures. Ça, on n'en parle pas. Et les chiffres, c'est la Russie qui les a donnés l'année dernière, il y a à peine un an. C'était pendant l'été, ils ont rappelé justement tous les sacrifices qui ont eu lieu contre les nazis. Donc 33 millions, c'est pas négligeable. Les Chinois aussi, s'ils ont gagné cette place, c'est parce qu'il fallait un équilibre. Il y avait 4 pays, mais les Chinois aussi ont gagné cette guerre et les Chinois ont sacrifié aussi. Pas mal de Chinois sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Occidentaux ont créé ces outils pour nous taper dessus. Quand on voit Milosevic, comment il en est même mort, et moi je l'avais dit au début quand il a été arrêté, j'ai dit il n'en sortira pas vivant. Il faut se défaire de tout ça, et je pense que ça va venir, même l'ONU, hein, l'ONU est appelée à, soit il y a des réformes sérieuses qui sont faites, soit il y a des pays qui vont sortir de là comme ils vont sortir du dollar. Actuellement, il faut que les Africains fassent très très attention parce que les Américains veulent justement des réformes au niveau de l'ONU, mais ils estiment que les Allemands doivent prendre une place s'il y a des réformes pour les pays qui ont le droit du veto et les Japonais aussi. Donc, ils n'ont pas exclu qu'il y ait un pays africain et ça peut être l'Afrique du Sud. Et on parle aussi du Brésil. Donc l'Afrique n'est vraiment pas représentée pour 54 pays si on compte le Sahara occidental. Et ben il y a que l'Afrique du Sud, c'est pas énorme. Donc tout ça, il faut le revoir. Il faut que l'Afrique justement, et grâce à des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, maintenant que les choses ont changé, il y a la Guinée aussi, il y a l'Algérie, ces pays-là, ils demandent des réformes et des réformes sérieuses
Et l'Algérie avait, il y a 2 ans, elle avait demandé carrément 2 sièges pour le nombre de pays qu'il y a en Afrique. Et la CPI, eh ben, ça fait partie aussi de tous ces organismes. Soit on modifie et tout le monde adhère et tout le monde est jugé, soit on liquide tout ça et puis on s'en fiche de tout ça. Chaque pays a ses droits, chaque pays a sa justice, chaque pays a son ministère de justice. Et chaque pays doit gérer ses dossiers. Parce que je ne vois pas pourquoi mon pays doit adhérer ou adhère à un organisme que les États-Unis ont créé, mais eux-mêmes n'adhèrent pas et ils en veulent pas. Il faut quand même rappeler aussi une chose qui est très importante. Avant l'opération spéciale en Ukraine, les États-Unis avaient quitté tout ce qui était organisme lié à l'ONU et tout ce qu'il y avait autour. À part leur place et leur droit du veto, ils n'ont rien gardé du tout. Et aujourd'hui, c'est ce même pays, c'est les États-Unis qui demandent au monde entier de respecter ce monde unipolaire et de continuer à vivre avec. Donc, les Africains doivent se réveiller de ce côté-là et dire non. Et puis, franchement, on bazarde de tout ça. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me juger ou quelqu'un vienne juger une personne qui a commis quoi que ce soit dans mon pays ou qui est algérienne. Je n'en veux pas et j'ai toujours été contre. Et je pense que l'esprit algérien va dans ce sens, puisque quand il y a eu le Hirak, il y a eu une petite communauté qui voulait justement faire juger des Algériens, soit par la Cour pénale internationale, soit par le tribunal européen, et on s'est opposé fortement à ça, et on n'en veut vraiment pas. Donc les Africains doivent réagir dans ce sens, faire comme les Russes, ne rien reconnaître du tout. Si les États-Unis, ils veulent que les autres pays reconnaissent, ils commencent eux-mêmes par reconnaître la CPI. Et puis à partir de là, on verra ce qu'on pourra faire. Merci. Merci à vous également, Linda Larbaoui. Rappelons que le standard est d'ores et déjà ouvert pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette édition d'Appel sur le continent. Nous sommes en direct avec le premier téléspectateur de cette soirée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Wafo. J'appelle depuis la ville de Bafoussam, au Cameroun. Oui, c'est monsieur Hilaire. Oui, monsieur Junior Wafo, permettez-moi de saluer Gamal Abina, notre grand expert, et permettez-moi aussi de saluer Maman Linda Larbaoui. Et permettez-moi aussi de saluer Carlos qui est au call center et à la technique. Alors, vraiment, Junior Wafo, ce que nous appelons la CPI, et vraiment, nous devons comprendre que la CPI n'était pas fondée pour les Africains, ou bien n'était pas créée pour pouvoir apporter de l'aide au monde entier, non. La CPI est créée pour générer ce qu'on appelle de l'injustice. Justement, c'est dans l'injustice que la CPI est en train de rouler. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que depuis des guerres que les Américains ont eu à mener dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu juger les Américains. À cause des crimes que les Américains ont menés en Irak, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais jugé ni Bush père, ni Bush. Il faut refaire ce qu'on appelle la CPI pour que tout le monde adhère. Nous devons commencer par frapper les généraux américains et aller devant la CPI à cause des crimes qu'ils ont commis. Ils ont commis des graves crimes en Irak, ils ont commis des graves crimes en Libye, ils ont commis des graves crimes partout dans le monde. Ce sont d'abord les premiers qui sont amenés devant la barre à la CPI. Petit souci avec notre ami Hilaire de la ville de Bafoussam. On va prendre un autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô? C'est Afrique Média. Vous êtes en direct, monsieur, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, c'est depuis le Togo. Monsieur Aziza. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Ok. C'est par rapport à... Tout d'abord, bonsoir à Afrique Média et bonsoir à Larbaoui pour vraiment tout ce qu'elle est en train de donner comme des idées par rapport au sujet qui a été donné cette soirée.
Et vraiment, félicitations aux journalistes d'Afrique Média. J'aimerais vraiment vous féliciter pour tous les efforts que vous faites pour l'Afrique. Vous donnez vos 100% et vraiment nous vous félicitons. Je vous ai appelé cette soirée tout juste pour vous dire mes sincères félicitations et que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi le patriarche Paul Biya pour les efforts qu'il fait, qu'il est en train de mener pour que Afrique Média soit toujours résistant par rapport au sujet que nous débattons chaque jour. Et félicitations, passez une bonne soirée. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions, cher monsieur. On reste au standard avec cet autre téléspectateur qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô? Allô? Eh bien, on a malheureusement perdu ce téléspectateur. On va rester au standard tout en rappelant qu'il est ouvert pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette édition. Nous sommes au standard avec ce téléspectateur qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bonsoir. Eh bien, on va rappeler à nos téléspectateurs de baisser automatiquement le volume de vos télévisions une fois que vous êtes reçus au standard pour une meilleure qualité d'écoute. Vous êtes en direct, nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Afrique Média. Je profite de saluer tout le monde sur le plateau et je voulais juste rappeler que ce que la Russie vient d'affirmer par rapport... Eh bien, on a perdu ce téléspectateur. On va rester au standard avec monsieur Jean qui nous a rejoint cette fois-ci. Bonsoir et bienvenue, Jean. Bonsoir. Bonjour Junior, bonjour, courage à vous, bonjour à vos invités, Linda, Issa et puis Kamal. Et bonjour à vous tous, aux techniciens aussi, ceux qui écoutent Afrique Média. Alors Junior, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est un problème, ça fait partie des gangrènes qui détruisent le monde. Tous ceux qui sont à la tête des États aujourd'hui, protégés par les autorités, sont des criminels, des pédophiles, des gens du mal. Quand on parle du diable et de Dieu, certains pensent que c'est la philosophie. Le mal existe. Ce sont des sadiques, des satanistes. Ils s'arrosent, ils s'arrosent de belles fleurs. Droit de l'homme, démocratie, droit de tout, pour couvrir le mal qu'ils sont. C'est des criminels. Alors sur ceux, effectivement, comme l'a dit Issa, l'alliance déjà qui s'est créée entre le Mali et le Burkina, nous demandons que cette alliance-là se renforce et que des États comme la RDC et les autres États se réunissent, que les États se réunissent pour former d'alliances et avoir leurs propres institutions. C'est comme ça que nous pouvons rester dans la paix. Sinon, si on pense qu'on peut avoir érigé quelqu'un qui sera mondial je sais pas, une chose qui sera mondiale comme on le voit au niveau de l'ONU, c'est qu'on sort, c'est de l'heure. Ça ne peut jamais marcher parce que ceux qui sont devant nous, c'est des gens de Lucifer, le diable. Nous sommes des grades. Alors, nous soutenons ce mandat d'arrêt et nous encourageons les pays africains à avoir le courage pour dire non à l'Occident, non au profit facile, au profit venant de, je ne sais pas quoi, de l'Occident. Il n'y a rien de gratuit. C'est pour ce qu'on vous donne. Si on vous donne 1 franc, on vous retire des millions. C'est comme ça qu'ils sont. C'est des satanistes. Il ne faut qu'ils agissent sur l'émotion des gens. Alors la CPI doit être déjà dissoute. C'est une injustice qui s'arrête de titre de justice. Il n'y a pas de justice là-bas. Ce que font les autres en Afrique, c'est bien de trop. Nous allons les juger un jour. Ce n'est pas des alliances qui vont se créer au niveau de l'Afrique, qui vont se réunir, qui vont se fédérer en haut. Quand nous allons juger l'Occident, les crimes que l'Occident a commis dans chaque pays africain sera jugé. Notez bien. Nous sommes en guerre, que Dieu bénisse Junior.
Bye. Que Dieu vous bénisse également, cher ami Jean. On va continuer de rester au standard pour vous recevoir, chers téléspectateurs. On a un autre téléspectateur qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Foujo Ngepirona, j'appelle depuis le Cameroun. Je voulais contribuer en disant ceci, c'est tout à fait normal, ce que Moscou est en train de manifester. Ça prouve combien de fois il est en train de créer une autre histoire. Et nous disons grandement merci à ce président qui nous soutient depuis tant d'années pour lutter contre tous ceux qui nous ont colonisés. Merci à Poutine, à Fig Media, le monde c'est nous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. On reste au standard avec un autre qui nous a rejoint également, qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Junior Wafo. J'ai salué tous les techniciens de Afrique Média et ma tante Linda de Labaoui avec mon frère Issa. Maintenant, je crois que ce que Poutine est en train de faire, c'est pour toute l'Afrique d'abord. Il est en train de se battre pour la Russie, mais au contraire, nous les Africains, nous, on sait que c'est pour nous qu'il est en train de faire. Maintenant, si quand tu vois ce genre de personnes comme l'Occident, et que nos dirigeants ici se laissent dans les mains, vraiment, ça fait très mal. Regarde comment ils sont en train de se comporter. On dirait que c'est les vrais satans. Ah, c'est eux qui dirigent nos dirigeants ici. Vraiment, c'est malheureux, quoi. Sincèrement dit. Vraiment, je salue tout le monde. Courage à vous. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs. On reste au standard toujours pour vous recevoir, chers téléspectateurs, en rappelant qu'une fois que vous êtes reçus, vous devez automatiquement baisser le volume de votre télévision. Ne cherchez pas à vous réécouter pour une meilleure qualité d'écoute sur le plateau. Nous sommes au standard avec ce téléspectateur qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Tino Wafo, bonsoir. Ça fait des jours, je ne vous ai pas vu. C'est Fofana Abdourahim depuis le Ghana. Si je ne sais même pas comment dire, les autorités nigériennes, africaines, moi je ne sais pas. C'est une opportunité qui s'est ouvrir. Au lieu d'utiliser cette opportunité, ils sont encore toujours là en train de faire leur jeu. Pour commencer, je dis les hauts dirigeants togolais. S'ils sont vraiment d'accord de ce qu'ils ont parti dire aux États-Unis, s'ils sont d'accord, ils n'ont qu'à faire l'alliance militaire avec les militaires, les Burkinabés et les Niger. S'ils sont prêts pour je ne sais pas quoi dire, pour utiliser la même voiture que les Maliens utilisent, ils n'ont qu'à faire la coopération militaire avec ces pays-là. Et pour se dénoncer librement. Et pour que tout va bien. Je vous salue. Grand merci, M. Wafo. Merci à vous également, M. Fofana. On reste au standard avec un autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Junior, c'est Zephyr depuis l'Allemagne. Je voulais tout simplement dire, comment dirais-je, c'est que nous les Africains, on traîne toujours les pas. Trop. C'est-à-dire qu'on se déplace comme un escargot. Jusqu'à ce qu'on vienne nous ramasser avant de réagir. Un seul ce pays-là. Avec mon ami Zerfel, on espère qu'il reviendra dans de meilleures conditions. On reste au standard toujours pour vous recevoir. On a un téléspectateur qui vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Allô? Allô? Allô?
Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir, Junior. C'était juste pour participer à l'émission. Moi, c'est Arthur Aoumou, paix à son âme, parce que vraiment, il m'a vraiment marqué. Voilà. Maintenant, revenons au sujet du jour. Moi, depuis que l'histoire de la CPI a éclaboussé venant de la Côte d'Ivoire, nous n'avons plus confiance à cette CPI-là. Et moi, je trouve que c'est une bonne aubaine pour nous aujourd'hui, pour que cette CPI-là soit dissoute même. C'est une opportunité pour nous. Et nous disons toujours merci à Poutine. Moi-même, il n'a rien à faire même. Même tous ceux même qui ont jugé même depuis l'ère Gbagbo, tous ceux-là même là, ils doivent être poursuivis parce que c'est un faux procès qui a été fait. Donc vraiment, la CPI n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout doit être traité sur une base de légalité. Parce qu'il n'y a pas de sous-peuple. C'est ce que les gens doivent savoir. Comment on peut ratifier à une convention internationale et puis ne pas être membre? Ça, c'est une insulte même à notre conscience morale. Voilà, j'ai fini et je pense que les prochains jours nous diront aussi la vérité. Merci, Junior. Merci à vous, cher Arthur. On va reprendre Zerfel. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, Zerfel. Les prochains jours nous diront aussi la vérité. Merci, Junior. Merci à vous. Allô, Zerfel. Allô. Ouais, bonsoir, Junior. Je reviens, je salue tous les techniciens, je salue vos invités. Et moi, certains amis, ils ont déjà tout dit. Hein, ben, moi, je pense que nous, les Africains, on doit se dépêcher quand il y a un problème. C'est pas la peine qu'on soit très loin devant ces problèmes que les Occidentaux nous imposent. Ce pays, il y a beaucoup de pays africains qui voulaient quitter dedans. Je ne sais pas ce qui les a empêchés de quitter dans cette histoire de ce pays-là. Et puis ils sont là jusqu'à présent. Aujourd'hui, si Poutine est en train de travailler, comme disait Inde tout à l'heure, c'est à cause de nous. Sinon, ce gars-là, comment on peut, ce gars-là qui s'est levé pour dire que lui, il a fait un mandat d'arrêt contre Poutine. Il sait comment Poutine se déplace. Il peut arrêter Poutine. Si Poutine aujourd'hui dit il va aller dans tel pays-là, où ils ont signé leur convention, quoi. Il va rentrer, sortir de là, sans qu'on le touche, s'il veut. Alors, comme s'il n'est pas parti, en Afrique du Sud, il sait pourquoi il n'est pas parti là. Des réels soucis de connexion avec l'Allemagne ce soir. On a quand même saisi la quintessence du message de notre ami Zerfel. On va rester au standard avec un autre téléspectateur qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir Junior. Bonsoir à tous les panélistes. Vraiment, Afrique Média, le monde c'est nous. Une fois encore, félicitations à vous. Ok, c'est Camille depuis Cara. Au Togo. Oui, donc par la situation de la CPI, disons franchement que la CPI est une institution qui est ma fausse. Et qu'aujourd'hui, toute l'Afrique a les yeux ouverts là-dessus. Comment est-ce que la CPI peut juger Gbagbo et laisser Sarkozy en liberté? Et franchement, parlant, tous les arguments montrent clairement que ces institutions ont été faites pour pouvoir nous noyer davantage. Et lorsque nous retournons, par exemple, sur le cas de l'ONU, mais nous ne comprenons pas, la dernière fois, à partir du moment où le Niger a été refusé de pouvoir aller à la tribune, les autres pays frères, heureusement, ils ont dénoncé cela, mais c'était une occasion pour tous les pays africains de plier leurs bagages et de rentrer en Afrique. Nous n'avons que à faire de cette institution qu'est l'ONU. Ça n'a pas été fait pour nous, ça a été fait pour protéger leurs intérêts. Mais grâce à Dieu que depuis sa création, la Russie était là, et avec son veto, la Chine est entrée. Avec son veto, elle a empêché que véritablement certaines actions soient entreprises dans le sens de l'ONU. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que franchement, toutes ces institutions doivent être de suite. Et que l'Afrique doit commencer à penser à sa fédération. La fédération des États-Unis d'Afrique. C'est très important, la fédération des États-Unis d'Afrique. Avec ce pacte de l'Itaco,
je crois que les pays de la sous-région, de la région se battent pour que les actions qui sont menées puissent aller de l'avance. Oui, j'ai eu entendre un spectateur parler du Togo. Mais le Togo est dans une alliance militaire avec le Burkina et le Mali. Mais seulement le dossier n'est pas aussi avancé tel que cela se passe présentement. Donc franchement, merci beaucoup à Afrique Média. Merci aux panélistes. Merci aux journalistes. Merci à la technique pour venir davantage. Merci beaucoup et bonne soirée. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bonne soirée à vous également, cher Camille. On va rester au standard pour prendre peut-être le dernier téléspectateur de cette soirée. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô? Allô? Eh bien, on va peut-être refermer donc finalement le standard pour revenir sur ce plateau avec nos invités, Linda Larbaoui, Gamal Abina et Issa Diawara. On prend pour débuter en sortant la direction de Bamako pour vous retrouver, cher ami Issa Diawara, le général du peuple malien. On parle bien sûr de ce mandat de recherche émis contre le président de la Cour pénale internationale. Dernièrement, tout récemment, c'était un mandat d'arrêt contre Karim Khan, cette fois-là procureur de la CPI. Issa Diawara, quelle est la réelle différence entre les deux mandats, entre le mandat de recherche émis contre Piotr Hofmanski et le mandat d'arrêt international émis contre Karim Khan? Pour t'amener, c'est un mandat d'amener. Un mandat de recherche, c'est une façon d'amener le procureur Khan. Donc, une fois que le mandat d'arrêt international revient à peu près à la même chose, c'est pour t'arrêter et t'interroger. Maintenant, la différence, c'est quoi entre les deux? C'est que le procureur de la CPI n'a pas de poids comme le président Poutine. Poutine dépasse de loin même Joe Biden en poids, en plus forte raison, un procureur de la CPI. C'est comme si vous avez une souris qui dit lancer un mandat pour arrêter un chat, et le chat aussi lance un mandat pour arrêter la souris. Entre les deux, qui est beaucoup plus propice d'arrêter l'autre? Bien sûr que le président Poutine peut même arrêter les dirigeants de l'Union européenne d'aller ensemble. N'oubliez pas que l'arme Satan 2 de la Russie suffit pour éradiquer un territoire de la taille, bien sûr, de la France. Donc, concrètement, le mandat lancé contre le président Poutine est un mandat symbolique, c'est un mandat politique, parce que même si Poutine partait à Paris, personne ne peut l'arrêter. Qui peut arrêter le président Poutine au niveau de Paris? Même si tu dis à Macron de l'arrêter, il va dire qu'il ne va jamais prendre un tel risque contre un pays qui suffit d'envoyer une seule bombe pour éradiquer la France dans son intégralité. Donc concrètement, qui peut arrêter le président Poutine? C'est lancer un mandat, c'est simple. Moi, à partir du Mali, je peux dire ce que j'ai dit. Bon, ok, nous lançons un mandat international contre Poutine. Mais est-ce que nous pouvons l'arrêter? Même s'il venait se présenter à nous-mêmes, est-ce que nous pouvons l'arrêter? Qui pour l'arrêter? Mais personne. Par contre, le mandat lancé contre, bien sûr, c'est le procureur de la CPI est un mandat véritable, c'est réel. Parce que celui-ci peut être arrêté partout. Au Mali, au Burkina, en Biélorussie, en Chine, il peut être partout. Tous les pays qui ont des accords, en tout cas des traités, poussés en matière judiciaire avec la Russie peuvent aujourd'hui bel et bien arrêter le procureur de la CPI. Donc, pour résumer, le mandat lancé contre le président Poutine est juste un mandat de propagande, c'est juste un discours politique et c'est juste quelque chose qui est symbolique pour faire un peu plaisir à la horde de Biden, de Zelensky et autres. Mais le mandat lancé cette fois-ci contre le procureur de la CPI pour son indiscipline, pour sa discourtoisie à l'égard de l'homme aujourd'hui qu'on le veut ou pas, l'homme puissant du monde. Donc c'est une imposture. Ce qu'a prétendu, ce qu'a voulu faire le procureur de la CPI. Donc aujourd'hui, le mandat lancé contre ces derniers est bel et bien réel et c'est un mandat applicable. Par contre, ce qui est lancé contre le président Poutine, c'est quelque chose qui est inapplicable, qu'on ne peut pas appliquer
et de l'autre côté, bien sûr, il est question de l'arrêter. De toute façon, je l'ai dit, nous, le Mali, nous avons besoin de ces procureurs de la CPI, parce qu'il fait longtemps que nous sommes en train de guetter sur des gens comme ça. Beaucoup de pays africains ont besoin de lui, et beaucoup de pays même du monde rêvent d'avoir un tel monsieur. À la première fois qu'on va, en tout cas, poser nos yeux sur ces messieurs, notre regard sur ces messieurs, dites-vous qu'il sera arrêté et extradé du côté, bien sûr, de la Russie. Parce que lui, il n'est pas une armée. C'est juste une marionnette qui est là, un simple procureur qui a été mis, bien sûr, aux ordres. Et s'il a été mis aux ordres, qu'il accepte que, bien sûr, un autre ordre pourra l'arrêter à tout moment et que ceux qui l'ont mis aux ordres ne seront là peut-être que pour faire des simples communiqués. Donc, conclusion pour terminer, M. Junior Wafo, M. Poutine est inarrêtable par l'Occident, par quiconque ce soit, mais le procureur de la CPI, il est arrêtable par tous. En tout cas, peut-être Ouattara ne peut pas l'arrêter, mais nous pourrons bel et bien l'arrêter. Merci. Issa Diawara, Linda Larbaoui, on a annoncé il y a quelques heures en grande pompe l'arrivée des chars Abrams du côté de Kiev. On semble difficilement voir comment sortir de cette situation-là. Linda Larbaoui, avec la Pologne, s'est brouillé. Du côté des États-Unis, on n'est plus trop enclin à injecter énormément d'argent s'agissant de cette guerre-là. Du côté de la France, c'est bloqué. Que reste-t-il finalement donc à Volodymyr Zelensky, outre ces tentatives de manœuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en présentant les enfants ukrainiens comme des déportés par la Fédération de Russie? Eh bien, il lui reste des menaces. Il y a une chose à laquelle pas beaucoup de gens ont fait attention quand il était au Canada avec Trudeau, quand il a reçu le fameux nazi. Il a fait quand même un discours où il a expliqué, il a dit clairement, on est en train de se faire lâcher par l'Occident, mais il ne faut pas que les Occidentaux oublient qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont passés de l'autre côté de la frontière, et les Ukrainiens, et il y a peut-être quelques Ukrainiens qui ne seront pas contents et qui voudront se venger. Donc moi je prends ça comme une menace. Les Ukrainiens qui sont passés de l'autre côté, qui seront pas contents, que vont-ils faire? C'est ça la question qu'il fallait poser à Zelensky. Et puis, il n'y a pas que la Pologne qui se détache. Il y a un pays qui s'est détaché bien avant. C'est la Hongrie. Le président de la Hongrie avait annoncé justement pour l'histoire du blé, il a dit ce n'est pas du blé ukrainien, c'est du blé américain qui a été planté en Ukraine. Donc, le fait de le recevoir chez nous, eh ben, ça cause problème. On met en difficulté nos agriculteurs, sachant qu'il y a 6 pays quand même au niveau de l'Europe à qui on n'a pas accepté justement qui vendent de leur blé en Europe. Il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie, il y a la Pologne, il y a la Roumanie et puis 2 autres pays. Franchement, je veux pas raconter de bêtises, mais il y a encore 2 autres pays. J'ai oublié, j'ai pas noté lesquels. Donc, il y a ces pays qui commencent un petit peu à râler et qui lâchent l'Ukraine. Mais en lâchant l'Ukraine, ça a provoqué au niveau de l'Union européenne un sacré scandale. Et si je reviens un petit peu à la CPI et tous ces organismes, il faut savoir une chose, que l'ONU est corrompue, la CPI est corrompue, le Parlement européen, il y a encore des scandales avec le Qatargate, le Marocgate, c'est corrompu. Plus on est corrompu, plus on a des postes clés. Quand on prend von der Leyen, elle avait déjà des casseroles, avec quand elle était ministre de la Défense en Allemagne, et au lieu elle avait des poursuites aussi, au lieu de la mettre en prison, ils lui ont donné un poste beaucoup plus important où c'est elle qui n'est pas élue, qui gère les élus. Voilà ce que sont les organismes occidentaux ou fabriqués par les occidentaux. Plus on peut et plus on a des postes importants et tout ça parce qu'on peut avoir de l'influence sur ces gens-là. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il y a réellement un nouveau monde qui se dessine quand on reprend ce qui a été lors de la 70e au niveau de l'ONU, quand il y a eu
la semaine dernière, je sais plus comment on dit ça en français, quand tout le monde s'est réuni là, eh ben, on a entendu beaucoup de choses et beaucoup de pays qui appellent à un monde multipolaire et à ce qu'on revoie tous ces accords et à ce qu'on revoie tout ce qui a été signé après-guerre. Parce que je reprends ce qui a été dit par Monsieur Modibo Keïta dans les années 60. On est toujours à ça. Ce qui a été dit par Boumedienne en 74, ce qui a été dit par beaucoup de panafricanistes, eh ben, Thomas Sankara le dernier d'ailleurs, eh ben, on est toujours dans ce monde injuste. Donc je ne vois pas comment ce tribunal qui est injuste peut nous apporter comme justice. Il faut sortir de là, il faut se débarrasser de là. Et pour qu'on puisse le faire, il faut que les peuples africains commencent à se rebeller, se révolter et faire passer le message à leur gouvernement. Il y a quelques pays qui commencent un petit peu à comprendre le système et puis il y a une confédération qui se dessine et ça, c'est dans le Sahel même. Le Sahel, c'est la clé de tout. Il reste le Tchad. Si le Tchad se libère de la France, eh ben, il y aura autre chose pour l'Afrique et les Américains seront obligés de se mettre au pas. Ils seront obligés d'accepter un nouveau monde dans lequel nous aurons notre mot à dire. Ce monde-là, nous ne l'avons pas fait. Nous étions encore colonisés quand il s'est dessiné. Donc, il nous appartient à rien de décider. Il faut qu'on décide d'une seule chose, c'est de sortir de tous ces accords et de tous ces organismes qui ont été créés pour nous contrer et pour continuer à nous coloniser. Merci beaucoup Afrique Média pour ce que vous faites. C'est nous qui vous remercions également, Linda Larbaoui. On va vous retrouver donc pour sortir de cette émission Gamal Abina. On l'a dit, statu quo de manière diplomatique, militairement. On voit très mal comment Kiev et l'OTAN pourraient gagner ce combat-là. Comme tout conflit de ce type, on finira forcément autour d'une table, autour des négociations. D'après vous, Gamal Abina, pour sortir, d'où peut venir le déclic qui parviendra d'amener toutes les parties à la table des négociations? Simplement déjà les rapports de force, puisque les Ukrainiens n'ont pas réussi leur offensive, leur contre-offensive, qu'ils attendent, ils rêvent de voir des avions de combat américains, mais ça fera pas de différence, même si on reçoit 10, 15, 20, 50 F-16, il en faudrait 100 fois plus. Et surtout, le déclic se fera par le fait que, d'abord, il y a un épuisement de la population, ils en ont marre, il y aura peut-être, je sais pas, un coup de force, il peut y avoir n'importe quoi qui intervienne, puisque toutes les tentatives d'en finir avec la Russie ont été à l'échec patent. Sur le plan économique, les Russes se sont jamais aussi bien portés. Sur le plan militaire, les Russes ont garanti leur position, ce qui fait qu'ils n'ont absolument pas de crainte d'une offensive quelconque, et que les Ukrainiens se heurtent tous les jours avec un millier de morts par jour à un mur infranchissable, et quand bien même ils franchiraient ce mur pour aller où, on ne sait pas, que le Donbass est russe et que la population du Donbass semble bien s'accommoder de cette situation d'être russe, puisque c'est le grand allié, le grand voisin qui est quand même la plus grande puissance. L'Ukraine aujourd'hui est un pays qui est quasiment en cessation de paiement, qui est surendetté, qui est détruit pour une grande partie, enfin une grande partie à l'est plutôt, qui a perdu toute la zone est qui était la zone industrielle. Il ne lui reste plus quoi finalement que la production agricole, ce qui va pas apporter des sommes mirifiques. Il ne reste même pas la possibilité de garantir une reconstruction rapide, puisque les hommes sur le terrain ont été malheureusement tués. Ça rappelle un peu la guerre 14-18. Et puis surtout l'Ukraine n'est pas en mesure de faire face à ses obligations économiques extérieures, sa dette. Elle pourra pas la payer pour le moment. Elle n'est pas en mesure de faire face à une Russie trop puissante. Elle n'est pas en mesure de convaincre l'Occident, donc elle est en cessation. Donc je pense que ce qui va arriver sous peu, parce qu'on fait jamais la guerre avec autre chose que ses ennemis, c'est qu'elle va reprendre main avec la Russie, que peut-être un pays intermédiaire essaiera de créer des liens entre les deux, qui ne soit évidemment pas un pays engagé dans le conflit, que ce soit l'OTAN ou le bloc soviétique, ex-bloc soviétique, les amis des Russes, mais plutôt un pays qui sera en dehors de cela, comme le Brésil par exemple, pourquoi pas, et qui pourrait obtenir un modus vivendi. Peut-être, alors, revenir aux accords de Minsk, c'est quasiment exclu parce que la guerre est passée par là, mais une forme peut-être d'acceptation d'une partie du territoire, de la Crimée, puis le Donbass, au profit pourquoi pas, d'un plan de relance et de reconstruction que peut-être les Russes, ce serait l'ironie du sort, accepteraient de faire avec les Ukrainiens. Mais aujourd'hui, la question ukrainienne, c'est plus en termes militaires que ça négociera, c'est en termes diplomatiques et en termes donc de négociations directes. J'avais peur de vue, comme je le dis, qu'on ne fait pas la guerre on ne fait pas la paix avec ses amis, mais avec ses ennemis.
Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il y ait sur la table, quoi qu'il ait été dit, l'Ukraine va nécessairement et forcément négocier directement avec la Russie, comme elle avait fait d'ailleurs dès le départ du conflit. Et les Européens, cette fois-ci, qui sont beaucoup plus regardants, ne vont certainement pas pousser à la faute à nouveau en disant aux Ukrainiens, si vous ne faites pas le travail guerrier, on ne vous aide pas puisque l'aide maintenant est tarie. Voilà, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand la guerre va s'arrêter. Il y a fort à parier que les négociations vont démarrer à partir du début de l'hiver, je suppose, mais je n'imagine que très difficilement une Ukraine en position d'offensive à nouveau, sachant en plus qu'il y a des chances importantes aux États-Unis, qui a déjà été remportée à les mi-terme. Donc c'est pour ça que le Parlement américain ne veut pas soutenir l'Ukraine. C'est l'échéance présidentielle où on annonce que M. Trump l'emporterait haut la main devant ses adversaires. Donc c'est vrai qu'avec Trump au pouvoir, la guerre d'Ukraine s'arrête du jour au lendemain. Merci à vous, Gamal Abina. Merci également à Linda Labaoui et au général du peuple malien Issa Diawara de nous avoir accompagnés au long de cette édition d'appel sur le continent. Nous sommes arrivés à son terme. Merci également aux téléspectateurs qui ont participé. Merci à l'équipe technique également qui a travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette émission. Restez bien sûr sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Dans quelques minutes, à 20h précises, vous serez en compagnie de Céleste Capen dans le cadre de l'émission Face à l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain soir pour une autre édition d'Appel sur le continent. Il sera alors 17h30 heure de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonsoir.